Tov. Erev Tov Lekulam. On va faire le shiur L'Unishmad Rachamim Chaim Ben Gabriel. Et on va bien sûr parler de la Parasha Be'alotra. Et on commence tout de suite avec le sujet bien connu du début de Be'alotra, c'est l'allumage des Nerot. Des Nerot de la Menorah par Aaron HaKohen. Alors il y a un Rashi qui est assez connu, assez divulgué à chaque fois qu'on fait cette paracha parce qu'il est magnifique. On va essayer de l'approfondir un peu. Rashi nous dit pourquoi on a juxtaposé. Souvent on voit qu'il y a des sujets qui viennent les uns après les autres. Et il a l'habitude, Rashi, de poser la question pourquoi on met ce sujet après celui-là et celui-là avant celui-là, etc. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un sens dans chaque chose, dans chaque mot de la Torah, dans chaque lettre, et même dans l'ordonnancement des sujets. Et le sujet d'avant, qui était traité, c'était, comme vous l'avez pu l'écouter, la belle paracha qu'on a eue cette semaine, de Nasso, celle qui est la plus longue paracha de toute la Torah. Et là-bas, de quoi on a parlé ? De l'inauguration du Mishkan. Donc, le Mishkan a fini d'être construit. En fait, on l'a fini de le construire le 25 Kislev, donc c'est-à-dire déjà 6 mois pratiquement plus tôt. Et Dieu voulait qu'on attende d'inaugurer le Mishkan le 1er Nissan. Et donc, on a inauguré le Mishkan. Et durant les 12 premiers jours du mois de Nissan, qu'est-ce qui s'est passé ? Chaque jour, un prince de tribu, faisait un sacrifice, un korban, au l'honneur du Mishkan. Et comme ça, il y a eu 12 jours de joie. C'est la raison pour laquelle on sait que les 12 premiers jours de Nissan, il n'y a pas de Tachanounim. Et finalement, avec Pessah, ça fait que le Rov du mois est sans Tachanounim. Du coup, on ne fait pas de Tachanounim du tout, durant tout le mois de Nissan. Mais c'est du fait de ces corbanotes-là qu'on ne fait pas les Tachanounim. On sait aussi, on le dit à chaque fois, ce sont les passages qu'on lit à Hanouka. Pourquoi ? Parce que comme le Mishkan, le tabernacle, aurait dû être normalement initié à Hanouka, puisque ce jour, on a fini de le construire, mais que finalement on a retardé, alors c'est quand même ce qu'on lit à Hanouka, dans la paracha des 8 jours de Hanouka. Donc ça, c'est l'inauguration du Mishkan, c'est ce qu'on a fait dans Nasso. Et là, dans Be'alotra, qu'est-ce qui se passe ? On parle au tout début du fait que Aaron devra allumer les nérotes de la Hanoukia, de la Menorah, pardon, sans mêle justement, de la Menorah. Et donc, Rashi pose la question, pourquoi quel rapport il y a entre alors, les deux, ça parle du Mishkan, la Menorah c'est dans le Mishkan, d'accord ? Mais quel est le fil conducteur profond entre les corbanotes qui étaient faits par les princes de tribus et la Menorah ? Alors Rashi nous dit une chose, c'est que vous savez que dans la façon de compter les 12 tribus, on arrive toujours à 12, mais il y a 2 manières différentes de compter, et ça dépend pour quelle raison on parle des 12 tribus. Il y a la manière avec les 12 enfants de Yaakov Avinu, et donc là, Yosef compte une tribu, et Lévi compte une autre tribu. Et il y a une autre manière, la manière de la Yerusha, de l'héritage de la terre d'Israël, où on sait que les Lévis n'ont pas de part en terre d'Israël. Les Lévi'im sont un peu spéciaux, sont mis à part, non pas qu'ils sont déshérités, au contraire, eux ils ont une part spéciale dans le service d'Hachem, et donc ils n'ont pas de part, ils ont une part spirituelle plus grande, et du coup une part matérielle plus petite. Et donc dans ce cas-là, quand on compte les 12 tribus, on compte plus Lévi, mais du coup, Yosef prend 2 parts, Ephraïm et Ménaché. Ok ? Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand on a dit qu'il y a eu les 12 tribus qui ont offert les 12 princes, c'était sans Lévi, sans la tribu de Lévi. C'était uniquement avec Ephraïm et Ménaché. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Aaron, il y a écrit que Chalash Da'ato. Chalash Da'ato, c'est un terme intéressant. C'est des fois dans la vie, on a un coup de mou. On peut être motivé pour faire des choses, on peut être motivé pour avancer. Et puis il y a des fois où d'un coup, on perd un peu pied et on n'a plus envie d'avancer. Et bien, il a eu ça, Aaron. Aaron, c'est quelqu'un d'entreprenant, on sait qui c'est Aaron. C'est quelqu'un qui fait avancer les choses. Et là, il s'est senti souvent, c'est ça quand on lance des nouvelles affaires aussi. Au début, c'est dur, des fois, ça marche pas. Il y a des problèmes, etc. Avant qu'il y ait une régularité, c'est dur au début. Kolot kashot, comme disait Chachamim. Et des fois, on a un doute. Vraiment, est-ce que tous ces efforts, ils servent ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Et Aaron, il était quelque part dans son service divin, il a été touché. Il a dit, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie ? Pourquoi ? Justement à cause des corbanotes des Nessim. Quel rapport ? Il a dit, mais on voit comment la Torah, elle a donné une telle importance aux corbanotes. D'où on voit que la Torah elle a donné beaucoup d'importance. Je pense que vous l'avez sûrement remarqué, qu'on a répété
12 fois la même chose, le même passage. Alors c'est vrai que Nassau, c'est la plus grande paracha, mais d'un autre côté, il y a une facilité dedans, c'est que quand tu l'apprends, tu apprends un passage, tu connais déjà la moitié de la paracha. Pourquoi? Ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et d'ailleurs, tu remarques quand tu regardes le Chumash que les pages, elles sont très grandes. Pourquoi? Il y a zéro Rashi. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter, c'est toujours la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah, qui est si avare en mots, quand vous faites la Gemara, vous voyez que des fois on se casse le crâne sur une lettre en plus ou en moins, ou avec un dagage des fois dans la lettre, et là on répète des passages entiers. C'est presque, j'ai envie de dire, du Baltachrit, écrire tout ça pour... dis-moi, ils ont tous offert la même chose. Pourquoi tu répètes? Et le fait qu'on répète comme ça, on va l'expliquer un peu mieux après, mais déjà, ça montre une chose, c'est que c'est quelque chose qui plaisait énormément à Akash Baruch Hu. Et donc, comme Hachem, ça lui plaisait beaucoup, donc ça a été mis en valeur. Et quand Aaron, il a vu ça, que c'était tellement mis en valeur, et que lui, il était à l'écart, c'est dur d'être à l'écart. Des fois, il se passe un truc, une giga fête magnifique, et on ne savait même pas qu'il y avait ça. Toi, t'étais, ouais, ah oui, t'étais pas? Toi, ouais. Et toi? Je savais pas. Tu te sens pas bien. Tu te sens mal. Il y a un truc de fou, hein. Et toi, t'étais pas dans le truc. Et Aaron, il voit ça. Il dit quoi? Tout le monde a participé à l'inauguration du Mishkan. Ils étaient tous avec l'engouement dans la Kdusha. Et c'était magnifique. Et c'était chaque jour un Yom Tov, comme on l'a dit juste avant, Yom Patachanonim. Et tout ça. Et moi, je suis à l'écart. Et quelque part, j'ai l'impression qu'Hachem, il m'a mis un peu de côté. Donc Aaron, il s'est senti mal. Et Hachem, il a eu tout de suite beaucoup de peine pour Aaron. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Toi, tu vas avoir mieux que tous. Tu vas avoir la menorah. Le seul qui aura le droit d'allumer la menorah, c'est toi. Ça, c'est Rashi. Magnifique. Et Aaron, il était bien sûr rassuré. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi alors, que nous, on soit déçus, qu'on ne fait pas partie d'un truc, c'est une chose parce que nous, on n'est pas Aaron. On n'est pas Aaron à Cohen. Mais Aaron, c'est quoi l'état d'esprit d'Aaron d'être Khalash d'Ato pour ça? C'est quoi? C'est une pointe d'envie, de jalousie, peut-être positif parce que c'est dans la Gdusha. C'est quoi l'état d'esprit d'Aaron? Deuxièmement, en quoi Aaron il va être déçu de ne pas faire des corbanotes alors qu'il va faire ça toute sa vie, des corbanotes? Des centaines de milliers de corbanotes. Corbanotes. On va faire que ça. En quoi ça le... Alors c'est vrai, c'est pas les tout premiers corbanotes qu'on a fait pour l'inauguration du Mishkan, mais il va quand même faire plein de corbanotes. Alors pourquoi il est dérangé par ça? Et enfin, en quoi la menorah répond et le rassure, répond à sa détresse, en quoi elle le rassure? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque les Nessim vont faire les corbanotes, il est écrit que chaque Nassi, quand il fera le korban, il le fera en l'honneur et en prière pour sa tribu. Donc chaque Nassi, il va avoir une manière différente, une kavana différente dans son korban. Et c'est pour ça que la Torah, elle a répété. Parce que chaque korban était différent. À l'écrit, tout est pareil, sauf le nom du Nassi, du prince qui offrait. Mais dans la kavana, dans la profondeur, c'était complètement différent. Chacun a amené son korban avec sa manière de penser, avec sa tfila à lui, avec ses intérêts à lui, avec ses priorités à lui. Et pour ça, la Torah, elle a pris soin de répéter, non pas juste que Hachem il aimait, mais en plus parce qu'en réalité, ils étaient tous différents. Et c'est ça qui a dérangé Aaron. Parce que Aaron, il n'a aucune jalousie, même pas une pointe. Même dans la Torah. Mais il dit, moi, j'ai pas cette occasion, Hachem, de t'offrir un korban personnalisé. Et d'ailleurs, tous les korban qu'Aaron il va devoir offrir par la suite, il ne pourra jamais le personnaliser avec sa kavana. Il y a une kavana déjà préétablie. Et c'est d'ailleurs pour tout le clan Israël. Ça ne sera jamais pour ce que lui voudrait prier. Donc il est lui, quelque part, focalisé sur une seule kavana, et il n'a pas la liberté de pouvoir faire la kavana qu'il veut. Et c'est ça qui le dérange. Pourquoi moi, je n'ai pas cette possibilité-là? En plus de ça, comme on l'a dit, les corbanotes qu'il fera tous les jours, c'est un service quotidien. Ah, nouvelle ambiance.
Alors.